Good afternoon. It's a great... Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir ici aujourd'hui. Je suis Marta Jakowska-Ouadizou et avec ma collègue Marta Kajuzinska, nous allons modérer cette session aujourd'hui. Nous travaillons toutes les deux comme coordinatrices de projet pour le centre d'éducation et de citoyenneté qui est le plus grand de ONG en Pologne dans ce domaine. Nous travaillons avec 40 000 professeurs dans plus de 10 000 écoles à travers le pays et cela fait 28 ans que nous existons. Mais maintenant, je vous invite à souhaiter la bienvenue à nos invités et nous allons commencer avec Laetitia. Étudiante en ingénierie. Elle vient d'Italie initialement, mais elle étudie aujourd'hui en Pologne. Quand elle n'est pas étudiante et qu'elle n'est pas impliquée dans des actions activistes, elle aime bien jouer du violon. Merci beaucoup Marta et merci Convergence de m'avoir accueillie aujourd'hui ici. Nous allons maintenant passer à Ania. Anna Kudak fait un doctorat en biologie. Elle est également enseignante en biologie en collège en Pologne. Elle travaille également dans notre organisation et elle a rédigé différents livres et des manuels scolaires. Et elle aime faire de l'équitation. Merci beaucoup. Et enfin, nous avons également Omatai Karp qui est ici avec nous, qui vient de finir ses études à Lagos au Nigeria, mais il est également actif dans le développement durable et il travaille pour l'implication des jeunes pour atteindre les objectifs millénaires de développement. Et il aime le football et la photographie. Merci beaucoup. Donc, je suis ravie de vous avoir ici aujourd'hui et d'apprendre de vous de première main. Nous travaillons sur un sujet qui s'appelle Une planète pour tous. Nous avons une présentation que nous allons vous faire. Le projet est fondé par l'Union européenne. Il a débuté en 2020 et il va se finir bientôt, en janvier 2023. Ce projet est piloté par 14 organisations dans 12 pays européens. Et le but de ce projet est de comprendre en profondeur et de la prise d'action des jeunes dans le domaine du changement climatique. Nous avons différentes activités que nous mettons en place puisque nous avons différents objectifs, l'éducation, le plaidoyer et l'aide humanitaire. Donc j'aimerais vous présenter quelques-unes des activités que nous effectuons. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons mis en place des campagnes sur les réseaux sociaux. Nous avons également préparé des camps pour le changement climatique pour les jeunes. Nous proposons du matériel pour les enseignants et pour les enfants et plein d'autres choses encore. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur l'activisme des jeunes et comment les organisations peuvent aider ces jeunes activistes. Puisque nous avons également financé à l'aide de ce projet des organisations de jeunes. Et la question que nous nous posons aujourd'hui est comment est-ce que les organisations peuvent soutenir les jeunes et agir pour le climat et capitaliser sur ce que les jeunes font déjà par eux-mêmes. Donc nous allons nous allons poser des questions à nos différentes personnes dans ce panel, puis nous vous laisserons le temps de poser vos propres questions. À la fin, ne vous inquiétez pas, nous n'oublierons pas de vous poser des questions également. Vous laissez poser des questions, pardon. Je vais donc donner la parole à Marta.
Bonjour à tous, bon après. Je m'appelle Martha. Je suis ravie de pouvoir avoir cette discussion aujourd'hui et avoir un peu ce que tout le monde a à dire sur notre sujet. Nous avons oublié de vous mentionner que l'anglais n'est pas notre langue maternelle, donc soyez indulgents, s'il vous plaît, à ce propos. Merci. Donc, commençons. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre débat d'aujourd'hui, j'aimerais demander à nos panélistes de nous présenter les choses. Et j'aimerais vous demander de nous expliquer ce que vous faites au quotidien en tant qu'enseignant, en tant qu'activiste également. Mais si vous pouviez mettre en perspective les défis que vous devez relever au quotidien. Donc peut-être que je pourrais commencer avec Anya. Est-ce que vous pouvez nous donner ce point de vue de l'éducation? Oui, tout d'abord j'aimerais vous remercier de m'avoir présenté et de m'avoir invité à cette conférence également. Je suis vraiment ravie de pouvoir être ici aujourd'hui et de pouvoir partager mon expérience avec vous et de travailler avec les jeunes et de travailler sur cette éducation au climat. Que fais-je? Eh bien, je suis professeure de biologie, ça fait 10 ans maintenant. Et ça fait quasiment 10 ans que je mets en place ce projet, en particulier coordonné par ce centre qui est représenté ici, dans mon pays, en Pologne. Mon école, qui est au sud de la Pologne, est une grande école secondaire avec presque 700 élèves entre 15 et 19 ans, donc un lycée. Il est situé dans une ville de taille moyenne où les effets du changement climatique ne sont pas vraiment visibles. Mais il y a quand même des sécheresses, des grandes pluies, et ils s'en rendent bien compte. Et ils savent bien, mes élèves, qu'ils sont la première génération qui va être confrontée à ce problème du changement climatique. Et ils veulent agir. Et je les aide dans cette action. Ils organisent des luttes pour le climat et ils s'inscrivent à différents projets dans ce domaine. En termes de défis, je pense qu'en tant qu'enseignante, le plus grand défi que j'ai à relever, c'est l'éducation. Je pense que le plus important pour moi, c'est d'enseigner à mes élèves comment est-ce que la nature fonctionne, les intéresser à cette question et les ouvrir leur point de vue. Ce n'est pas quelque chose de simple. Mais la meilleure façon d'atteindre ces objectifs est de mettre en place des projets. Et l'un de ces projets, vous pouvez le voir à l'écran, c'est notre dernier projet, les écoles mondiales Ensemble pour le climat. C'était un projet qui a été mis en place par l'ONG Une planète pour tous et qui a été mis en place dans différentes écoles en Pologne. Nos élèves pouvaient choisir s'ils voulaient participer ou non. Et mes élèves ont choisi de s'impliquer dans les 2 projets possibles. Et mon équipe a décidé qu'ils allaient
se concentrer sur le sujet un peu inhabituel de l'impact de l'utilisation des tests de cosmétiques sur les animaux et son impact sur le changement climatique. Ils ont pris contact avec des chercheurs, les parents, d'autres adultes qu'ils connaissaient pour essayer de se documenter sur ce sujet. Ils ont cherché des informations dans des recherches scientifiques, des publications scientifiques. Et ils se sont mis en lien avec des activistes qui luttent pour la protection des animaux et des experts dans ce domaine. Et ils ont créé un article qui a été publié sur un site internet spécialisé dans les jeunes qui s'appelle Young Face TV. Le but est d'arriver à atteindre le plus de personnes possible. Et c'était quelque chose qui les a énormément motivés parce qu'ils ont eu la possibilité d'être en lien avec des gens et de grands secteurs. Et à la fin du projet, mes élèves se sont retrouvés à Varsovie. Vous voyez la photo ici de leur présentation à Varsovie. Et ils ont eu la possibilité d'échanger leurs expériences avec d'autres équipes participant à ce projet à travers la Pologne. Et cela leur a ramené beaucoup d'idées pour créer de nouvelles activités. Parce que cette réunion à Varsovie faisait partie était dans un endroit particulier à Westerstede. C'est un endroit splendide au centre de Varsovie. Et c'est un endroit où on montre qu'on peut vivre d'une manière différente en plein centre de Varsovie. Il y a eu d'autres activités effectuées, un échange de vêtements notamment. Ils ont décidé d'organiser cet événement, un troc de vêtements, parce qu'ils pouvaient participer à des webinaires où d'autres activistes ont parlé du greenwashing et également de ce troc de vêtements. Donc, je résume un peu. Je suis professeure de biologie tout d'abord, mais je travaille aussi dans tous ces domaines et j'essaye de permettre à mon école d'avoir cette éducation globale. Merci beaucoup, Anya. Merci pour ces informations qui viennent du terrain de cette école polonaise et de ce travail que vous effectuez avec des projets et ce besoin d'éducation en profondeur et d'éducation à l'esprit critique. Je vais maintenant passer la parole à Laetitia. Donc, nous avons la possibilité d'en apprendre un peu plus sur vos activités, ce que vous faites à l'université et en Italie également. Donc, à vous. Je suis juste une étudiante à l'université. Je suis entrée à l'université l'année dernière et j'ai rejoint un groupe d'étudiants qui avaient l'air très enthousiastes et je suis devenue membre de leur association qui s'appelle Resilience Gap. Et le but est d'informer les gens sur ces questions environnementales et climatiques. Et j'étudie ces questions environnementales. Ce sont le cœur de mes études.
Donc, nous allons dans les écoles ou bien nous organisons des événements pour nos pairs, hein, d'autres étudiants à l'université, sur des sujets plus spécifiques qui ne sont pas juste, je ne sais pas, la fast fashion par exemple, mais également les réfugiés climatiques ou les lobbies énergétiques, etc. Donc, comment est-ce que différents secteurs peuvent contribuer au changement climatique? Donc, mais le cœur de notre travail, c'est de travailler avec des lycéens. On fait on imite on fait des Nations Unies en miniature et avec des étudiants du lycée. On les divise en groupes et chaque groupe représente soit, je ne sais pas, la Russie, l'Europe, les États-Unis, la Chine, ou bien des lobbies énergétiques ou bien des activistes environnementaux, etc. Et chaque groupe doit représenter le rôle qu'on leur a donné, assigné. Et ils doivent décider à quel point ils vont contribuer au financement pour lutter contre le changement climatique ou leur niveau d'émission. Et le but, c'est d'éviter l'augmentation de la température terrestre bien en dessous des 2 degrés qui sortent de l'accord de Paris de 2015. Donc, nous avons également des moments où nous allons nettoyer en groupe à Milan, puisque mon université est à Milan. Nous nous retrouvons et nous nettoyons des zones. Souvent, ce sont des grands parcs et vous seriez vraiment surpris de ce que nous pouvons y trouver, comme des vieilles télés ou des choses vraiment grosses. On a besoin d'aide de plus grosses organisations pour enlever ces déchets que l'on trouve. Et je vous en reparlerai plus tard. Oui, merci. Je pense que j'ai oublié la deuxième partie de ma question. Peut-être, est-ce que vous pouviez nous parler un peu des défis que vous rencontrez dans votre activisme? Oui. Alors, nos défis, c'est bien évidemment trouver des nouvelles personnes pour se rejoindre à nous. Parce que plus nous sommes nombreux, eh bien, plus nous pouvons répondre à ce besoin de connaissance et de plaidoyer sur cette question du changement climatique et de pouvoir être présent sur des événements plus gros également. Et notre activité principale, c'est d'organiser des événements dans les universités. Et la vie de tous les jours d'un activiste, c'est ça, globalement. Et montrer par notre comportement que nous croyons fermement à certaines valeurs et que nous sommes des invités sur cette planète et qu'il faut qu'on la garde en bonne santé pour nous et pour les générations à venir. Merci beaucoup, Laetitia. Je pense que nous allons en reparler de tout cela et de cette question de comment on implique les gens. Alors, je vais maintenant passer à Omachi. Si vous pouviez développer un peu cette question de qu'est-ce que vous faites et quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer du point de vue africain. Merci. Merci pour cette question. Je suis ravie d'être ici. Tout d'abord, je suis un jeune avocat du développement. Je travaille sur différents projets à travers l'Afrique et en particulier au Nigeria. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle le développement durable pour les jeunes. Nous sommes une organisation qui a pour le but d'avoir un impact sur les jeunes
Elle a été fondée en 2018 au Nigeria et la première conférence a eu lieu en 2019. Notre but est de parler du changement climatique, mais nous devons aussi accepter que les jeunes doivent être impliqués. Donc ce que nous faisons, c'est que nous essayons de convaincre les jeunes, les personnes qui sont déjà sensibilisées, de l'importance de ces défis. Et nous essayons d'atteindre les enfants pour qu'ils aient conscience de cela, et on essaie de leur enseigner l'importance de cela dès tout petit. Donc, nous organisons des conférences pour les lycéens. J'aime beaucoup ce que Laetitia a dit. Et je ne suis pas sûre de comment prononcer ton prénom, Laetitia. Nous organisons des conférences pour les jeunes, les lycées, les collèges et les écoles élémentaires également. Donc, nous faisons aussi ces Nations Unies miniatures. Et le but, c'est... Nous essayons de faire en sorte que ce soit simple pour les élèves de contribuer, de participer. Donc, nous avons des facilitateurs en place, des animateurs. Je l'ai fait moi-même. Et le but, c'est de rendre les élèves à l'aise pour qu'ils puissent apprendre les uns des autres. Généralement, c'est souvent l'enseignant qui est devant vous, qui vous dit comment il faut que vous pensiez, comment est-ce qu'il faut que qui vous donne un cours magistral. Et nous, on veut que les élèves réfléchissent par eux-mêmes. Donc, il y a différents comités. Chaque comité est passé sur un objectif spécifique des Nations Unies, et ils peuvent ainsi réfléchir au sein de ces comités. On a eu pas mal de réponses, donc ça montre que les élèves ont envie d'apprendre. Et on essaye de créer un peu de communication, arriver à faire en sorte à les faire parler. Qu'est-ce que vous savez sur le changement climatique? Et on essaye de les emmener dans la bonne direction, de les lancer sur une discussion. Parfois, ils ont des débats entre eux. Et on essaye de ne pas leur imposer l'information. On veut juste qu'ils interagissent les uns avec les autres, qu'ils se posent des questions entre eux. Et c'est ça qu'on essaye d'obtenir. Et à la fin de la conférence, on essaye de leur faire créer un plan d'action pour voir ce que chaque individu peut faire pour essayer de contribuer à ces objectifs millénaires du développement. Et bien sûr, à leur niveau, ils ne savent pas beaucoup de choses sur les relations entre les gouvernements et ce qui peut être fait à ce niveau-là. Mais ce qu'on leur demande, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, en tant qu'individus. Attention à l'énergie, la consommation d'énergie. Par exemple, bien toujours éteindre la lumière, etc. Ce sont des petites choses, mais ça a un véritable impact. Nous avons fait des choses similaires à cela. Et notre conférence annuelle, qui est sur le développement durable et les jeunes, est plus visée vers les étudiants universitaires, même si nous travaillons toujours avec les lycées. Et puis, nous travaillons avec le site Internet de Convergence. Ok, très bien, merci beaucoup. Quand je vous écoute, je me dis que vous avez beaucoup d'expérience, et je me dis comment est-ce que les organisations peuvent capitaliser sur ce que les jeunes font déjà. Parce que quand je vous écoute, je me dis, vous faites tellement de choses et peut-être que vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Et donc la question que je vous pose, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce que vous faites déjà, ou comment est-ce que vous pouvez capitaliser sur les participants qui participent aux actions que vous faites.
Je pense que j'ai pas répondu aux défis déjà auxquels nous devons faire face, donc peut-être ça répondra aussi à cette question. Vous savez, chaque organisation a une idée où ils veulent aller et où ils en sont actuellement. Donc nous sommes dans ces cas-là également, nous avons des objectifs et la seule chose qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est les ressources. Les ressources d'un point de vue financier ou notre exposition, que les gens nous connaissent. Donc des moments comme ça aujourd'hui, c'est très important pour nous. Ça, c'est les défis que nous devons relever au quotidien. Pour répondre à votre question sur comment est-ce que les organisations peuvent capitaliser sur ce qui est déjà effectué, j'aimerais dire que les partenariats est la seule manière d'arriver à remplir ces objectifs du développement. Je pense qu'on ne pourra pas le faire sans ces partenariats. Et en essayant d'avoir ces partenariats avec différentes personnes, différentes organisations, il y a des choses qui sont déjà faites, certes. Et il n'y a pas besoin donc de commencer de zéro. On peut déjà construire sur ce qui existe. On peut utiliser qu'il y ait ces acteurs locaux existants. Il n'y a pas besoin de reconstruire tout de zéro. Ce que vous pouvez faire, c'est augmenter l'impact de ces acteurs locaux sur leur communauté, leur environnement, en ajoutant de la valeur. Et ça va ajouter de la valeur à votre investissement. Parce que quand on commence de rien, on ne connaît pas l'endroit où vous vous installez, vous ne savez pas la meilleure manière d'aborder les choses. Donc le mieux, je pense, c'est de trouver des organisations locales existantes qui sont en ligne avec vos objectifs, ce que vous essayez de mettre en place, et de travailler en partenariat avec eux. Moi, je pense que c'est la meilleure manière de le faire. Ok, merci beaucoup, Laetitia. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment peut-on capitaliser? Alors, pour commencer, je suis tout à fait d'accord avec ce que Omatasi a dit. Sans les grandes organisations qui nous soutiennent, nous ne serions pas là. Et je les remercie d'ailleurs. Bien sûr, les jeunes sont connus pour leur passion, leur volonté. Mais parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui nous montre comment développer cette ambition, ces capacités. Et ces grandes organisations nous aident à cela. On doit connaître les règles du jeu. Et lorsqu'on organise des événements, le jeu, c'est la politique. Et donc, ce dont on a besoin, ce n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit en matière d'organisations qui soutiennent la jeunesse ou des plus jeunes organisations comme la mienne, qui nous donnent des financements. Nous avons également besoin d'être guidés, d'avoir les outils, les connaissances. Parce que lorsqu'on a un but, on doit savoir ensuite quel outil utiliser pour y arriver. Et on a besoin de quelqu'un qui nous montre comment utiliser ces outils. Ça peut être très simple. L'organisation d'un événement avec des gens qu'on connaît déjà dans sa ville locale ou utiliser de grandes plateformes pour faire passer des messages et créer ce lobbying. Parce que rien qu'en faisant cela, on peut toucher plus de personnes. Et on sait que c'est très important. Le dernier rapport du GIEC nous a également montré clairement qu'en tant que consommateurs, nous avons un rôle important dans l'état de notre planète. Et donc, en tant qu'organisation, nous souhaitons toucher plus de gens. Et cela n'est pas possible sans le soutien de grandes organisations. Et comme Amand Seye l'a dit,
Cela amplifie notre impact. Je n'aime pas trop utiliser ce mot puisque j'ai entendu le panel sur le impact washing. Mais en tout cas, voilà, le but c'est d'avoir plus d'impact et rendre plus précieux le travail que nous faisons. Merci, j'ai entendu ces mots, outils, connaissances. C'est assez proche de Anya également, même si vous venez d'un contexte différent. Comment capitaliser sur les professeurs, les étudiants à l'école. Je suis d'accord. De mon point de vue, les écoles ont également besoin de soutien des organisations et dans mon école, je rencontre des jeunes qui sont intéressés par ces sujets mondiaux. Ils ont des idées, ils souhaitent agir, mais ils ont également besoin de soutien, notamment de la part d'adultes. Et parfois, leurs connaissances ne sont pas suffisantes. Ils n'ont pas les compétences, les outils pour agir pour le climat. Et moi, j'essaye de les aider à développer leurs idées. Mais dans mon école, je rencontre aussi des gens qui sont déjà actifs. Certains sont bénévoles dans des organisations. D'autres participent à des grèves pour le climat, travaillent sur la tolérance. Et selon moi, les organisations peuvent soutenir le développement de ces activités pour les améliorer, pour les rendre plus efficaces. Les organisations peuvent également utiliser ces activités pour faire la promotion de bons exemples, pas simplement pour le climat, mais pour d'autres sujets également. Et l'organisation CCE en Pologne le fait. Elle publie des rapports sur les activités des jeunes dans les réseaux sociaux, dans les médias. Cela permet d'en parler durant les conférences, les réunions, et c'est très motivant pour les autres, mais aussi pour ces jeunes qui font ces activités, parce qu'ils se sentent appréciés et tout le monde doit l'être. Merci. Vous avez parlé des autres et moi je voulais vous poser la question. On entend parler de personnes déjà actives, mais qu'en est-il des personnes qui ne sont pas actives? Que peuvent faire ces organisations pour attirer les jeunes qui ne sont pas encore actifs? C'est une bonne question. Tous les ans, dans mon association, les gens changent parce que on a besoin de nouvelles personnes. Et dans mon cours, l'ingénierie environnementale, bien sûr, on doit être intéressé par les sujets qui concernent l'environnement. Mais tous les ans, on a du mal à trouver des gens qui ne sont pas déjà actifs dans le secteur, comme vous l'avez dit. Et donc, je pense que le mieux, c'est d'avoir une approche concrète sur les projets, une chose qui apporte des résultats, et si vous faites ce projet, vous pourrez voir les résultats. Et c'est la même chose pour les jeunes. En tant que jeunes, nous aimons les défis. Et si vous nous mettez au défi de faire quelque chose, surtout là où on peut acquérir de l'expérience, ça c'est le plus important pour nous, je pense.
Alors, si vous parlez à des jeunes, ils veulent voyager, rencontrer du monde. Et donc, s'il y a un projet qui fait la promotion de cela, alors, bien sûr, il sera suivi par de nombreux étudiants, nombreux jeunes. Merci. Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Je vais vous raconter une histoire rapide sur comment j'ai commencé dans le secteur des ODD. Je pense que cette conférence des Nations Unies est très importante parce que cela permet de présenter la scène internationale aux jeunes. On peut ainsi comprendre comment cela fonctionne et les sujets auxquels ils s'attaquent. Et en 2018, je me suis inscrit à cette première conférence et j'ai compris qu'il y avait des problématiques auxquelles les jeunes ne réfléchissaient pas assez, qui sont graves et auxquelles on fera face en vieillissant. C'est pourquoi j'ai eu cet intérêt et depuis, je travaille dans le domaine des objectifs du développement durable. Comment attirer plus de jeunes qui ne sont pas encore actifs? Eh bien, je dirais que tout se passe au niveau local. C'est bien de vouloir recruter des jeunes, toucher des jeunes, mais ensuite, il faut pouvoir créer ce lien. Il faut trouver des gens pour qui cela fait écho, pour les recruter. Et donc, ce que fait mon organisation, c'est que nous organisons des formations, des ateliers sur différents objectifs, des ateliers sur le changement climatique, sur la manière dont... Comment nous attirons ces personnes? Eh bien, on porte ce récit où les jeunes sont à l'avant de ces objectifs. On raconte ce récit selon lequel, sans la jeunesse, on ne peut rien faire. Et donc, lorsqu'on trouve l'information qu'on nous dit qu'on a besoin de vous, sinon le monde va mal tourner, et ben là, ça attire à en savoir plus, à se renseigner et à voir comment on peut aider également. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. De quoi s'agit-il? Et là, on fait beaucoup de travail de sensibilisation. Mais pour commencer, je pense qu'il faut essayer de recruter plus de jeunes sur ce sujet du développement durable à travers ce travail de sensibilisation. Je ne sais pas ici, mais malheureusement, au Nigeria, il y a beaucoup de jeunes qui se préoccupent plus d'autres sujets. Je ne peux pas les juger, mais le changement climatique et d'autres objectifs sont des sujets qui devraient être à l'esprit de chacun. Et le fait de faire de la sensibilisation, eh bien, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour recruter des jeunes. Ensuite, il faut insister sur l'importance de ces sujets pour atteindre ces objectifs. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de jeunesse de la part des jeunes lorsqu'ils comprennent mieux ces sujets ou veulent y participer. C'est comme ça qu'on peut recruter des jeunes, notamment. Merci. J'ai entendu quelque chose que j'aime beaucoup. Le fait qu'on doive faire comprendre aux jeunes qu'ils sont importants, qu'on a besoin d'eux. Moi, je me demandais comment on peut faire ça à l'école. Ce n'est pas toujours le meilleur endroit pour que les jeunes se sentent importants. Anya. Il y a des enfants à l'école qui n'ont pas participé à des actions climatiques jusqu'à maintenant. Et tout d'abord, je pense qu'ils doivent être intéressés par le sujet, comprendre que ça vaut la peine d'agir pour le climat.
Cependant, à l'école, c'est un peu difficile. Il faut commencer par intéresser les professeurs. Si les professeurs sont intéressés par ce sujet, alors il peut convaincre ses étudiants ou les intéresser à ce sujet. Et donc, les organisations peuvent toucher les jeunes indirectement en touchant les professeurs. Organizations such as CCE. Et les organisations comme le CCE dans mon pays offrent des supports d'enseignement fiables et apportent un soutien important aux professeurs. Cela inclut notamment des exercices, des webinaires, des articles, notamment. Ils offrent notamment des formations, des cours pour les professeurs et cela leur permet d'acquérir des connaissances sur le changement climatique, mais également sur la pollution de l'atmosphère, la tolérance, et ensuite transmettre cela aux élèves. Et donc le fait de soulever ces sujets importants pendant les cours, bien c'est ainsi qu'on peut intéresser les jeunes à ces différents problèmes mondiaux et les encourager à agir pour résoudre ces problèmes mondiaux. Et donc, je fais référence aux questions précédentes et à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que, afin de toucher les jeunes, il faut vraiment leur montrer des activités qui sont menées par d'autres. C'est très motivant pour les jeunes, à travers des réunions, des conférences, des webinaires, avec de jeunes activistes, militants, des étudiants, pour qu'ils puissent présenter eux-mêmes ces activités, ça c'est très important aussi. Et c'est un vrai soutien pour les écoles, les professeurs et les jeunes. Merci. Je suis sûr que vous êtes un exemple pour les professeurs également, ceux qui vous voient, comment toucher les étudiants dans les écoles polonaises, et pas seulement, les écoles européennes en général. Merci pour vos réponses et merci aux personnes qui sont encore avec nous. On arrive progressivement à la dernière partie, mais allons un peu plus loin pour conclure ce sujet de soutien, ce que peuvent faire les organisations. Et j'aimerais entendre ce que vous en pensez, notamment pour assurer la durabilité des actions des jeunes. Je vais peut-être demander à Laetitia. Oui, tout d'abord, je voulais dire que Anya nous a dit quelque chose de tout à fait pertinent, à savoir qu'on doit faire confiance aux jeunes sur ces sujets. Et d'ailleurs, je pense que c'est le problème la plupart du temps avec les jeunes. Il n'est pas difficile de trouver des jeunes un peu désespérés pour l'avenir parce qu'on fait face à tellement de problèmes, notamment avec la planète. Et des fois, on se regarde et on se dit, bon, on ne peut pas résoudre tout ça. Et lorsqu'il y a de grandes organisations qui nous soutiennent, qui croient en nous, qui nous écoutent, alors on commence à penser qu'on peut faire la différence, qu'on peut être utile. Et c'est un des intérêts du soutien de la part de grandes organisations pour les jeunes.
Si quelqu'un croit en nous, eh bien, si quelqu'un a assez confiance en nous pour investir dans nos projets, alors on peut croire en nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, cela concernait la durabilité. Notamment sur la disponibilité, les agendas. Dans mon organisation, les projets ne sont jamais individuels. Chaque fois que l'on termine un projet, même lorsque c'est terminé, on en tire des leçons. Parce que ainsi on apprend ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ainsi, pour le projet suivant, on sait comment faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'une question de financement. Et dans notre organisation, on nous demande ce qu'on fait en ce moment, comment ça va. On a des discussions, on échange nos idées, nos expériences. Et à chaque fois qu'on se réunit, notre collaboration grandit. Et donc il ne s'agit pas simplement d'un financement de projet. Et cela nous permet de grandir, d'acquérir de l'expérience, afin d'apprendre les uns des autres au sein de l'association sur la manière dont on peut s'améliorer dans notre contexte, dans notre université. Merci Laetitia. Je vais poser la même question. Oui, la durabilité et au-delà du soutien et du financement. Concernant la durabilité, c'est un sujet que les organisations cherchent le plus. Il ne suffit pas de soutenir un projet avec des financements initiaux. Il faut également s'assurer que même après la fin, lorsque le projet continue, ils doivent pouvoir ensuite être durables. Et donc, il faut faire cela avant même d'être aidé par une organisation. Je vais vous donner un exemple. En 2020, lorsque nous avons eu notre conférence annuelle, avec l'aide d'un groupe, nous avons pu organiser un challenge ODD. Des propriétaires de magasins nous ont expliqué, ou d'entreprises, comment ce prix allait les aider. Et nous leur avons demandé à quel niveau de durabilité ils allaient être. Le grand prix, c'était 5 000 $. Et le projet gagnant était un agriculteur. Il a mis des panneaux solaires dans sa ferme et il a pu prouver comment cette transition aiderait à ce que son projet et sa ferme soient durables. Et ainsi, avec ses économies, il pouvait acheter des semences ou des produits à planter. Et donc, la durabilité, c'est un seuil qu'il faut pouvoir dépasser avant d'approuver quelque projet que ce soit. Il existe de nombreux consultants en durabilité et les entreprises, je sais que c'est difficile pour certaines entreprises, notamment les startups, de réfléchir à la manière dont ils peuvent faire cela. Et il faut aider les entreprises à comprendre ce sujet particulier. Et d'ailleurs, on essaye de conseiller les startups sur la manière dont ils peuvent gérer leur entreprise de manière durable. Merci beaucoup. Et à quoi ressemble la durabilité à l'école? Comment travailler sur ce sujet? It's also very important. C'est également une question très importante et difficile.
La durabilité des projets est un aspect très important, mais ce n'est pas toujours possible. Projects such One Planet for All Et le projet One Planet for All, mené par les écoles, c'est parce que l'objectif, c'est de changer les attitudes, les valeurs des jeunes. Et si quelqu'un, jeune ou vieux, est convaincu que cela vaut la peine, alors il le fera après la fin du soutien de la part d'organisations externes. Et mes étudiants, après notre projet Global School Together for Climate et après la réunion à Varsovie, ont eu de nouvelles idées nombreuses pour de nouvelles activités. Je ne sais pas s'ils seront aussi motivés à continuer cette activité. without internal motivation, it will not be. Concernant la motivation en interne, sans cela, on ne peut pas continuer. Mais je pense que ce qui est très important, c'est également la perception de la société. Par exemple, dans notre école, il y a un échange qui a été réalisé et c'était une très bonne idée. Beaucoup d'étudiants, professeurs ont participé à cet événement et mes étudiants ont d'ailleurs décidé de répéter l'événement cette année à nouveau. En tout cas, j'espère qu'ils vont le faire. Donc, le fait d'apprécier le travail fait, c'est très important, tout aussi important que l'automotivation. Moi, j'essaye de créer cette motivation chez mes étudiants, j'essaye de rester motivé. Et j'essaye également de rester authentique dans ce que j'enseigne. Je voyage en deuxième classe, je ne mange pas de viande, j'essaye de ne pas trop acheter. J'essaye de créer une école mondiale et une communauté mondiale dans mon école au quotidien, pas simplement durant le projet. J'essaye de créer ces écoles qui respectent l'environnement. Et ensuite, de le montrer au quotidien, en faire la démonstration. My teaching point of view. Concernant mon enseignement, j'aimerais insister sur le fait que pour moi, ce qui est le plus important, c'est de changer les attitudes et les valeurs chez mes étudiants. À travers leur participation à des projets, ils apportent des changements positifs dans leur vie quotidienne. Et pour moi, c'est ça aussi la durabilité des projets. On n'est pas obligé d'être militant. Mais en tout cas, ce qui compte le plus, c'est qu'ils deviennent des citoyens responsables et conscients à l'avenir. J'aimerais juste ajouter quelque chose à ce qu'elle a dit. Elle parlait de la motivation. Et je pense que c'est vraiment une des forces qui nous mène dans la durabilité, dans l'environnement. Il faut continuer à avoir de la passion. Quand on voit qu'on n'a pas assez, qu'on ne parle pas assez de nous et tout, on a envie d'arrêter. Et on perd un peu la passion. Et je pense que l'une des choses qu'il faut voir, c'est cette passion des organisations pour le projet, des personnes aussi impliquées.
Je pense que c'est vraiment un pilier important pour cette question de durabilité. Nous avons aussi entendu parler de la modélisation et je pense que toutes nos activités en tant que militants, c'est de faire changer les attitudes. Et tout est lié au changement d'attitude. Nous avons entendu beaucoup de choses sur la manière dont les organisations peuvent aider les militants, capitaliser sur ce qu'ils font. Mais nous allons maintenant en terminer en disant, imaginez que vous voulez convaincre des organisations à vous soutenir. Qu'est-ce que vous ajouteriez à cela? Et pourquoi est-ce que les organisations devraient soutenir les jeunes militants? Anya, ils devraient. Grâce à la participation dans les projets et l'aide d'organisations extérieures, mes étudiants, mes élèves sont toujours motivés. Et ils découvrent des nouvelles choses. Ils apprennent des choses sur les problèmes à travers le monde. Ils peuvent aussi ainsi développer de nouvelles compétences. La coopération, la créativité, la communication. Donc, les organisations aident nos étudiants, mes élèves, à apprendre des informations fiables. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Mon expérience montre que les jeunes recherchent des informations en ligne et qui sont influencés par les médias sociaux et ce que les médias sociaux relayent des informations. Et parfois, il n'y a pas d'informations qui soient véritablement fiables. Et parfois, ce sont des informations contradictoires également. Et je pense que les organisations les aident à organiser ces informations qu'ils voient et à comprendre où ils peuvent trouver des informations de qualité et fiables. Ils aident également, cette organisation aide également les enseignants parce qu'on peut mettre en place des cours pour eux. J'ai appris beaucoup en participant à ce projet d'ailleurs. Ça nous permet donc d'avoir des projets plus structurés, plus efficaces. Et je pense donc que les organisations devraient aider les étudiants, les élèves à l'école, pas seulement, mais également d'autres jeunes. Parce que cela les motive et ça leur permet de développer des activités qui les rendront meilleurs, qui leur apprendront des compétences transverses. J'espère que vous avez convaincu toutes les organisations à aider les enseignants dans les écoles. Laetitia, alors. Moi, il y a plusieurs choses que j'aimerais ajouter à ce sujet. Comme vous pouvez, on s'appelle Resilient GAP, c'est Global Action Project. Je l'ai vu sur plusieurs stands en bas, Global. Je pense que c'est absolument important pour les questions environnementales, mais également pour les droits humains dont on a parlé aujourd'hui déjà. Cela veut dire que
pensez de manière globale, mais agissez de manière globale, mais agissez de manière locale. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous agissons de manière locale dans notre ville, dans notre université. Mais bien évidemment, nous pouvons atteindre que quelques personnes, mais avec des plus grandes organisations, avec plus d'expérience, si ces organisations se rassemblent, des petites comme Convergence le fait, qui le fait lors de ce forum, et je les remercie pour cela, eh bien, nous créons un réseau. Et grâce à ce réseau, nous avons vraiment la possibilité de changer les choses et de transmettre un message. Et ce n'est pas une... ce qui est important, je pense, c'est les DJ. Pardon, c'est la collaboration. Et il faut mettre en contact différentes réalités de différents endroits. S'il n'y avait pas eu cette organisation, je n'aurais jamais rencontré Omar Sy du Nigeria. Et il y a encore quelques mois, je n'aurais pas cru que c'était quelque chose de possible. Et c'est possible, je l'ai rencontré. Donc je pense qu'on devient plus efficace si on a ce réseau. Donc, il faut que les grandes organisations nous soutiennent pour que nos petites organisations deviennent plus efficaces. Bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes des étudiants à l'université, mais nous allons bientôt être des jeunes actifs. Et on va pouvoir rejoindre ces plus grandes organisations et on va pouvoir créer un cycle qui sera positif. C'est vraiment très bien ce que tu viens de dire. Les 17 objectifs du développement, tu les as mentionnés. Et qu'est-ce qui se passe pour toi, Omatsei? Il y a ces 17 objectifs et le partenariat, pour moi, c'est vraiment le plus important, le partenariat. Sans partenariat, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Je pense que des conférences comme celle-ci sont très importantes parce qu'elles donnent de la visibilité aux petites organisations et aux acteurs locaux. Et je pense que sans cette conférence, je ne serais pas là et je n'aurais pas rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Et ça me permet d'échanger des idées. Il y a eu un transfert de connaissances, ou du moins un échange de connaissances. Et ça, je pense que c'est très important pour les organisations locales, parce que ça nous permet d'apprendre des organisations à travers le monde et la manière dont ils font les choses. Et on apprend les uns des autres. Et je pense que ce type de conférence est vraiment très importante. Pour mon organisation, nous avons de nombreux projets qui sont en place. Nous avons besoin de visibilité. Et j'ai oublié de mentionner à la première question, lorsque vous aidez des organisations, il faut des financements, certes, mais aussi des influenceurs. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Et de l'influence, c'est dans le sens, c'est qu'en tant que petite organisation, on essaye d'avoir de l'impact, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont retournées vers vous parce que vous ne faites pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de personnes connues qui sont derrière vous. Mais quand vous travaillez en partenariat avec des organisations qui sont plus grandes, internationales, connues, alors on vous prend plus sérieusement, on vous prend plus au sérieux. Et ça vous permet d'avoir l'impact que vous recherchez. Et je pense que c'est vraiment une manière d'aider une organisation comme la mienne. Et enfin, les finances, bien évidemment. Vous voulez capitaliser sur ce qui est déjà fait et le niveau d'impact sur ce qui est déjà fait. On essaye d'avoir de l'impact qui peut être limité par le niveau de ressources que l'on a, bien évidemment. Donc, si vous essayez d'aider, d'amplifier le niveau d'implication, il faudra bien évidemment augmenter le niveau de ressources qui sera injecté dans un projet. C'est comme cela que vous pouvez aider des organisations comme la mienne. Donc j'espère pouvoir me mettre en lien avec des personnes qui aimeraient créer un partenariat avec mon organisation.
Eh bien, je pense que c'est le moment de nous ouvrir au public. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à commenter ce qui a été dit. Vous pouvez nous poser la question en français si vous voulez, parce que nous avons l'interprétation. On va prendre une question, y répondre et ainsi de suite. C'est le moment des questions. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous poser la question en anglais, mais comme vous, ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, pardonnez-moi si je fais des erreurs. Tout d'abord, merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes dans la pièce. Il semblerait qu'ils préfèrent écouter des personnes plus âgées qui parlent d'argent, mais moi, je préfère être là avec vous. Continuez à faire ce que vous faites, parce que je pense que c'est très important, et les personnes plus âgées n'en font pas assez, et donc il faut que vous en fassiez plus à leur place. J'ai quelques questions. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut donner l'envie aux jeunes pour qu'ils s'impliquent dans la préservation de la planète et qu'ils aident à réduire le changement climatique, et d'avoir donc des personnes qui, à terme, seront au courant de cette crise environnementale. Que devrais-je faire, moi, au sein de mon entreprise, pour que les jeunes même si vous n'êtes pas des jeunes travailleurs encore, mais dans ma ville, je suis élue à la municipalité, et j'aimerais faire en sorte que les jeunes puissent faire des choses comme ce que vous faites. Comment est-ce que je peux faire ça? Deuxièmement, comment est-ce que je peux retrouver des jeunes militants déjà dans ma ville ou autour de dans les environs, et les faire s'investir dans notre territoire et travailler avec eux pour qu'ils impliquent d'autres jeunes? Merci beaucoup. Alors, Laetitia, tu veux répondre? Oui, merci. Ça ne devrait pas être très difficile de trouver des personnes impliquées dans des actions pour le changement climatique, enfin pour lutter contre le changement climatique, parce que nous partageons tous cette planète et nous n'en avons pas d'autres. Donc on devrait tous avoir un certain engagement dans ce sujet pour impliquer d'autres personnes. Je pense que ce qui rend les choses compliquées en termes dans ce domaine environnemental, c'est parce que la politique est impliquée, l'économie, la société, ça implique tellement de domaines différents. Et je pense que la meilleure manière de résoudre ce problème, c'est de gérer chaque problème séparément. Donc, chacun a sa passion. Certaines personnes aiment mieux la science, d'autres sont impliquées dans, je ne sais pas moi, essayer de donner à tout le monde accès aux droits humains, comme ça l'a été dit précédemment dans la journée. Et je pense que tout le monde a ce même grand objectif général qui est le problème de la crise climatique, mais avec des spécificités. Et je pense que chacun, avec leur passion, leur intérêt, peuvent contribuer. Par exemple, lorsque nous organisons des événements, il y a quelqu'un qui n'étudie pas l'ingénierie, il est pianiste. Et il vient. La première fois qu'il est venu, il m'a dit: je veux contribuer à tous vos événements, mais je connais rien à la science. Donc quand il vient, il fait ce qu'il peut faire, et c'est jouer du piano pour nous. Et ensuite, nous avons des discussions avec la musique qui joue derrière nous, lui qui joue du piano derrière nous. Et ça nous aide. Et donc, chaque contribution est utile. Donc, j'en reviens à la question que vous avez posée. Pourquoi est-ce que les organisations peuvent bénéficier à trouver un bénéfice à aider des jeunes et des jeunes organisations, ou des organisations de jeunes? Eh bien, vous pouvez vous tourner vers des associations qui existent déjà et les aider. Vous pouvez également vous rendre dans les universités, les lycées, les collèges, etc., les écoles en général, puisque c'est là que vous allez trouver les jeunes. C'est là qu'ils se retrouvent. Mais je pense que ce serait mieux si
vous trouviez un groupe qui existe déjà et l'aider à se développer. C'est ce que nous avons dit pendant cette conférence, pendant 1 heure. Moi, je pense... Et j'ai retiré 3 questions de ce que vous avez dit. Comment est-ce que rencontrer des jeunes à travers le monde et comment on peut impliquer les jeunes dans la lutte contre le changement climatique et dans le domaine de l'environnement et comment développer cela. Alors tout d'abord, quelle était votre première question déjà? Et je pense que c'était la deuxième question, alors laquelle je voulais... Comment est-ce qu'on peut recruter des jeunes? Je ne sais pas à quel point ils sont jeunes, vos jeunes employés. Moi, je vais vous parler de mon point de vue. Je pense que la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous les compreniez. Vous ne pouvez pas les intéresser si vous ne les comprenez pas. Donc, il faut déjà que vous les compreniez et que vous compreniez... Il faut également que vous leur donniez l'impression d'être important, leur donner de l'importance. Parce que ça ne suffit pas de leur parler de l'importance de ce problème. Il faut leur expliquer comment est-ce que ces problèmes ont un lien avec eux et à quel point cela est important de s'impliquer dans ces questions. Donc vous pouvez organiser des espaces où les jeunes peuvent exprimer leur opinion sur ce genre de questions. Vous arrivez à les faire parler comme cela. Et lorsque vous avez eu suffisamment d'échanges d'idées, vous pouvez ensuite essayer de faire des propositions d'action. Par exemple, dire est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, où ils vont suggérer des choses, essayer de relever ces questions. Donc vous avez ces espaces où les gens partagent leurs opinions et après vous pouvez dire ouais, et si on allait nettoyer cet espace, ce parc, etc. demain. Et vous allez donc engager les jeunes autour de vous ou bien vos employés à faire quelque chose dans le domaine de l'environnement. Et c'est ce genre d'activité qui va permettre d'engager tout le monde. Cela va les intéresser et ils vont ainsi comprendre que ces questions ont lieu, qu'ils le veuillent ou non, c'est comme cela. Et donc... Il faut que vous commenciez petit. Donnez-leur l'espace de parole et ensuite vous allez partir de là et vous allez pouvoir ensuite passer à l'action. Est-ce que, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et j'aimerais ajouter quelque chose, non, pas en tant que modératrice, mais en tant que représentante de mon organisation. Pour la municipalité, je ne sais pas en France, mais en Pologne... Nous avons beaucoup de questions qui sont posées par les municipalités, les communes, et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour essayer de lutter contre le changement climatique, toutes ces questions environnementales, de l'écologie. Eh bien, vous pouvez aider l'éducation. Et je suis sûre que Acted ou Convergence ou d'autres organisations qui sont présentes aujourd'hui ou d'autres organisations françaises travaillent dans cette question de l'enseignement de cette question en France. Et ils financent des programmes dans les écoles pour montrer aux jeunes comment est-ce qu'ils peuvent travailler pour le climat. Donc je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Nous avons une autre question. Oui, merci beaucoup pour ce que vous avez fait et expliqué. Je suis juste un peu effrayée par quelque chose. Laetitia vous dit on doit s'intéresser, tout le monde devrait être impliqué parce que nous n'avons qu'une seule planète. On sait tous que le tabac est mauvais pour la santé, d'accord? Et vous pensez que tout le monde arrête de fumer? Non. Et vous pouvez mettre toutes les photos que vous voulez sur les paquets de cigarettes.
cela n'empêchera pas les gens de fumer. OK? Donc la question, c'est, OK, vous mettez tous les éléments en place, vous faites en sorte que les gens sachent, d'abord vous allez convaincre les enseignants. D'abord ça, c'est un bon point, soit dit entre nous. Je ne connais pas de système où les enseignants sont payés pour convaincre les gens, mais c'est une autre question. Je pense que la question à un moment, c'est de donner des informations aux gens et de commencer petit, comme vous l'avez dit. Leur donner des petites possibilités d'agir. Et il faut que les gens peuvent avoir confiance en eux, qu'ils peuvent le faire, que c'est quelque chose de possible, c'est faisable. Ils vont avoir un impact, ça va être utile. Je pense que tout cela est très important. Ensuite, on pourrait ajouter également qu'à un moment, c'est fun aussi. Il n'y a pas que l'esprit, que le cerveau. Il y a plein de choses. C'est le cœur, tout. Faut que tout le monde. On peut faire quelque chose et on peut s'amuser en même temps. Par exemple, ce soir, on a une soirée préparée par Acted. Et ils ont dit qu'il y aurait open bar. Eh bien, si vous voulez faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, et il faut aussi que vous proposiez quelque chose de fun, quelque chose de sympa, d'agréable. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Merci beaucoup pour cette intervention. La partie sur l'action de fumer, ça me fait rire parce qu'on en a parlé ce matin au petit déjeuner. Il dit, mais tout le monde fume en France, il m'a dit, au Matsi. Et je ne comprends pas cela. Mais comment c'est possible? On nous a dit depuis qu'on est né cela. Je ne comprends pas cela. C'est pour ça que j'ai dit cela précédemment. Chacun avec sa passion. Vous savez, j'ai des amis, moi. Quand je leur dis, oui, je vais avec pour aller nettoyer cet endroit. Si tu as du temps à dépenser pour faire ça. Mais je sais que mes amis sont très intéressés par l'économie aussi. Et ce qui les intéresse, l'augmentation des prix du pétrole, etc., tout cela, du gaz, ce sont des sujets qui les intéressent plus. Et donc, je pense que c'est la pire partie c'est vraiment le plus compliqué dans le changement climatique, c'est que tout est impliqué. Mais ça permet aussi de tout le monde peut être impliqué sous un angle ou un autre. Et sur le côté fun, je suis d'accord avec vous, je ne l'ai pas mentionné, mais quand on organise des événements, on essaie d'avoir un moment où on se retrouve au bar, tous ensemble, et on va passer un bon moment ensemble. Et je pense que c'est très important, je suis d'accord. Avec nos projets avec les enfants, tous, on fait tous des projets avec les enfants. Bien sûr, Anya, c'est toi qui en le fais le plus, c'est toi qui as le plus d'expérience dans ce domaine, mais la joie dans leurs yeux après avoir fait ces jeux avec eux, leur passion, leur envie, c'est vraiment stimulant pour nous aussi, parce que ils voient qu'il y a quelque chose de faisable, vraiment tangible. Et ça nous redonne de la motivation à nous également. Et avec cette motivation, du coup, ça nous redonne de la motivation pour continuer à avancer. Mais merci pour cette intervention, c'était très intéressant. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je vais vous poser ma question en français si c'est possible. Vous avez beaucoup parlé des jeunes qui sont en études, qui sont en formation, etc. Concernant du coup cette partie des jeunes qui n'ont ni d'éducation, ni de formation, ni d'emploi, où on sait que dans beaucoup de pays, et notamment les pays en voie de développement, cela peut constituer un pourcentage assez important de la jeunesse. Avez-vous déjà réfléchi à des manières de les engager justement
sur ces sujets-là, sachant que ils ont sans doute d'autres préoccupations problématiques prioritaires qui sont sociales, d'insertion, etc. Du coup, comment on peut aussi engager cette jeunesse qui n'a pas forcément d'éducation, de formation ou d'emploi? Okay, thank you very much for that question. And Merci beaucoup pour cette question. De nombreuses personnes n'ont pas le niveau d'éducation pour comprendre l'importance de cela. Et il est très compliqué de les convaincre. J'ai eu cette discussion avec un étudiant que j'ai rencontré aujourd'hui. Et il m'a dit qu'il travaille avec un grand pays en développement en Afrique. Et ils ont des problèmes avec la population locale. Parce que quand ils font certaines activités, et je lui ai dit, comme je l'ai dit précédemment, il est très important de travailler en partenariat avec des acteurs locaux parce que c'est ceux qui comprennent leur environnement, qui savent comment communiquer avec les habitants dans ce lieu spécifique. Je pense qu'une des bonnes choses de l'environnement, c'est que vous soyez éduqué ou non, vous allez voir l'effet du changement climatique sur votre quotidien. De plus en plus de sécheresse, vous n'avez pas le même rendement sur votre ferme, ou alors il pleut plus longtemps, il y a eu une déforestation, etc. Vous allez voir tout cela. Et donc, vous allez toujours trouver un angle pour arriver à parler aux gens. Et donc, moi, je pense que la meilleure manière d'éduquer les gens, c'est de les atteindre par ce qu'ils peuvent voir. Si vous voulez toucher quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation formelle, vous pouvez lui présenter un aspect. Vous lui dites, vous avez vu qu'il y a des inondations, qu'il y a des glissements de terrain, etc. C'est des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont vues de leurs propres yeux. Et donc, d'un seul coup, c'est plus une réalité, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Et donc, c'est un point d'entrée. Moi, je pense que si on essaie juste de leur parler, de leur dire ce qui se passe, ça n'a pas véritablement d'impact sur eux. Je pense qu'il faut véritablement allumer quelque chose en eux pour qu'ils se rendent compte que, ah oui, effectivement, c'est important. Donc, il faut leur poser des questions comme cela. Et c'est là qu'ils vont commencer à comprendre de quoi vous parlez. Ils n'ont pas forcément compris au début tout ce que vous avez expliqué, qui était très général. Mais ils vont comprendre ce dont vous leur parlez parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent voir. Et alors, ils vont vous comprendre. Ce que j'ai également dit, c'est qu'ils comprennent l'environnement. Les gens comprennent l'environnement. Ils connaissent leur environnement meilleur que nous, bien mieux que nous ne le connaissons nous-mêmes. Ils sont plus proches du terrain. Ils savent bien quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ils le sentent. Donc, il n'y a pas besoin de leur expliquer trop longuement que c'est quelque chose qui est en train de se passer. Ils le savent intrinsèquement. Et donc, il faut juste le lier à l'éducation formelle et relier ces deux questions et établir la communication de cette manière. Moi, je pense que c'est une manière d'atteindre les personnes qui ne sont pas dans un système éducatif. J'espère que ça répond à votre question. Je pense que nous n'avons plus de temps. Donc, bien sûr, vous pouvez venir nous trouver lorsque notre discussion formelle sera terminée et proposer votre collaboration. J'aimerais remercier tout le monde, remercier nos panélistes. C'était vraiment une bonne occasion d'entendre ce que vous aviez à dire, de ce partage d'expérience, ce point de vue de terrain en tant que jeune. Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à ce panel. Et merci également à l'ensemble du public
Merci pour votre participation active aux commentaires. Vous nous avez bien aidé à résumer certains des sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Donc merci à tous. Merci et à bientôt.